Gaël Giraud, vous avez mentionné tout à l'heure la mise en place d'un plan national et l'inclusivité. Chose qui est nécessaire pour notre pays et chose qui doit se faire assez rapidement, bien sûr, dans le respect de la démocratie et des droits humains. Et en passant soit dit, je pense que nous bénéficierons hautement de vos échanges éventuels avec nos autorités, surtout si nous pensons à certains couteaux à double tranchant. Ceci dit, dans un nouveau commun, comment conjuguer réforme du monde du travail, telles que cadre légal, digitalisation, flexibilité opérationnelle et la nécessité d'une formation rapide et agile avec notre objectif d'inclusion sociale? Oui, je sens que vous avez envie de revenir sur la question que vous avez posée tout à l'heure et peut-être à laquelle vous trouvez que je n'ai pas assez répondu. En fait, pour vous répondre d'une façon vraiment précise, il faudrait que je connaisse beaucoup mieux et le marché du travail et la manière dont les entreprises mauriciennes fonctionnent. Vous voyez, je suis obligé de vous donner une réponse assez abstraite à cette question parce que pour être très honnête avec vous, je n'ai jamais travaillé à Maurice. Donc, vous voyez, je veux dire, la réponse que je vais vous donner est forcément une réponse lointaine et donc inadaptée à la réalité effective de l'île mauricienne. Mais je serais très heureux de pouvoir avoir l'occasion de travailler avec vous sur ces questions. Hein. Je pense que c'est des questions fondamentales. Je reste persuadé, c'est un peu la réponse que je vous avais faite tout à l'heure, que la question de la codétermination dans les conseils d'administration est un enjeu central. Pourquoi? Parce que vous avez deux lieux de détermination des inégalités et donc du manque d'inclusivité dans une société. Le premier, c'est le lieu de la détermination du salaire. Et déjà là, vous le savez certainement, alors je ne sais pas exactement comment ça se passe à Maurice, malheureusement, mais dans les économies que je connais, déjà là, il y a une explosion des inégalités qui est très très forte. Les inégalités aujourd'hui, dans les pays occidentaux en tout cas, sont non seulement des inégalités, disons, entre le capital et le travail, mais aussi à l'intérieur du monde du travail, des inégalités entre, disons, le haut du pavé d'un marché du travail extrêmement protégé, par exemple, de la concurrence avec des salariés chinois et indiens. Et donc ça, ce sont des cadres CSP+, d'un certain nombre de nos grands groupes qui en fait sont pas du tout en concurrence avec les ouvriers chinois et dont les salaires ont continué d'augmenter à, disons, à la mesure de la productivité du travail. Et puis vous avez un deuxième segment du marché du travail qui, lui, est en concurrence directe sur un marché mondialisé du travail avec des ouvriers, notamment chinois, alors maintenant d'Asie du Sud-Est, hein, qui, eux, ont traversé l'épreuve de l'exode rural et sont prêts à travailler avec beaucoup moins de protection que de ce côté-ci du bassin atlantique ou de l'océan Indien. Et donc, évidemment, ont des salaires, des niveaux de salaire qui sont très, très inférieurs à ceux qu'on peut avoir dans les pays occidentaux. Et donc, cette mise en concurrence-là, qui a commencé à partir des années 90, a provoqué une déflation salariale qui fait que, comme vous le savez sûrement aujourd'hui, les salaires dans un certain nombre de ces pays, pour ce segment-là du marché du travail, n'ont pas augmenté aussi vite que la productivité du travail. Donc, vous avez un découplage aujourd'hui entre la productivité du travail d'un côté et le salaire réel, qui fait que le pouvoir d'achat d'un certain nombre de ces salariés a très peu augmenté, voire a baissé, alors que la productivité du travail a augmenté. Et ça, c'est l'une des deux sources majeures de création des inégalités, c'est-à-dire c'est dans la fabrique sociale qu'est la négociation salariale. Et c'est pour ça qu'à mon avis, une réforme de la gouvernance de nos entreprises est un enjeu majeur sur cet aspect-là de la question. Il y a un deuxième aspect de la question qui est la redistribution. Mais vous voyez que ça, c'est du secondaire. C'est qu'une fois que vous avez créé ou non des inégalités dans la distribution primaire, vous pouvez faire de la redistribution via la fiscalité. Qui est un sujet sur lequel un certain nombre de mes amis économistes aiment beaucoup travailler. Là-dessus, l'Institut Rousseau, que vous avez eu la gentillesse de mentionner tout à l'heure et dont je suis le président, va sortir dans les jours qui viennent une note que j'ai co-rédigée avec quelques amis de redéfinition de ce que c'est, de la manière dont on pourrait définir l'impôt, notamment l'impôt sur le revenu, mais ça vaut également pour l'impôt sur le patrimoine, ou l'impôt sur les successions, ou l'impôt sur les entreprises d'ailleurs, l'impôt sur les sociétés, en faisant la remarque suivante, qui est que dans notre débat public sur la fiscalité, en vérité, aucun d'entre nous n'est raisonnablement capable d'avoir une discussion autre qu'une discussion de comptoir de café sur l'impôt. Si je vous dis par exemple, alors je ne connais pas exactement la courbe d'imposition à Maurice, mais si je vais voir n'importe quel citoyen français, je lui dis, supposons qu'on fusionne la troisième et la quatrième tranche, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Dans le meilleur des cas, le citoyen à qui je vais parler saura à peu près s'il est situé, lui, dans une de ces deux tranches et quel impact ça va avoir sur son revenu après impôt. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. En tout état de cause, il sera incapable d'en déduire si ça augmente ou ça diminue les recettes de l'État français. Il sera incapable d'en déduire si ça augmente ou ça diminue les inégalités après impôt dans la société française. Et donc, en réalité, la discussion qu'il va avoir sur cette question sera une discussion de comptoir de café. Et ça vaut pour tout le monde.
Et ça vaut pour moi également. Autrement dit, les seuls qui ont accès aux chiffres et qui, compte tenu de la complexité de l'impôt aujourd'hui, sont capables de répondre à des questions de ce type-là, c'est Bercy, c'est le ministère de l'économie et des finances. Et encore, il leur faut quelques jours pour donner une réponse détaillée, quantifiée et argumentée à une question du type si on fusionnait la troisième et la quatrième tranche, que se passerait-il? Vous voyez? Et donc la proposition que je fais moi et qui va sortir donc dans une note de l'Institut Rousseau, c'est de dire et si nous faisions une véritable révolution fiscale, pas du tout ce qu'a proposé Piketty il y a quelques années, mais nous pouvons redéfinir une courbe d'imposition à partir simplement de 3 paramètres. Et c'est ça, à mon avis, l'intérêt de cette proposition. Donc je ne suis pas en train de prendre position sur est-ce qu'il faut plus de progressivité, moins de progressivité. La proposition que je fais est complètement agnostique par rapport à ceci. Simplement, je suis en train de dire, comme nous ne pouvons pas discuter de l'impôt, puisqu'en réalité aucun d'entre nous ne dispose de l'information nécessaire compte tenu de la complexité du sujet, simplifions le sujet. Rendons la discussion sur l'impôt transparente. Et à mon avis, d'ailleurs, c'est un enjeu d'inclusivité majeur parce que si le citoyen se réapproprie le débat démocratique sur l'impôt, il se réapproprie aussi sa relation à la puissance publique, à l'État, à la souveraineté de son pays, à mon avis. Alors là-dessus, les 3 paramètres avec lesquels on peut redéfinir n'importe quelle courbe d'imposition sont le niveau de revenu à partir duquel on commence à payer des impôts. Donc ça, c'est le plancher. Le plafond à partir duquel le taux d'imposition n'augmente plus. Donc ça, c'est le plafond. Deuxième paramètre. Et troisième paramètre, la contribution des classes moyennes. Hein, je pourrais vous rentrer dans le détail, mais je vous transmettrai la note de l'Institut Rousseau dès qu'elle sera publiée. Voilà. Et avec ces 3 paramètres, vous pouvez dupliquer complètement la courbe d'imposition française. Je suis certain qu'on pourrait dupliquer la courbe d'imposition mauricienne. Et si vous voulez, on fera l'exercice. Je suis prêt à le faire pour vous. Et vous pourriez discuter entre Mauriciens. Et si on augmentait le plafond, ou si on diminuait le plafond, et si on augmentait le plancher, et si on augmentait ou si on diminuait la contribution des classes moyennes. Et là, avec un petit simulateur qu'on est capable de construire sur Internet, vous pourriez savoir en quelques secondes, est-ce que ça va augmenter ou diminuer votre revenu après impôt? Est-ce que ça va augmenter ou diminuer les inégalités après impôt sur l'île Maurice? Est-ce que ça va augmenter ou diminuer les recettes fiscales de l'État? Vous voyez, ça permettrait d'avoir un vrai débat démocratique transparent entre citoyens sur un outil aussi fondamental pour la souveraineté et la cohésion sociale qu'est l'impôt. Voyez. Mais à mon avis, le point sur lequel j'insiste, c'est que ça, c'est la redistribution secondaire. Et que c'est tout aussi important, à mon avis, d'agir sur la distribution primaire et donc sur la fabrique sociale à l'intérieur de l'entreprise.